Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Profitant de la ville de Raqqa et du soutien des autorités turques depuis le territoire de la Turquie, le Daesh a lancé une offensive d'ampleur la nuit de vendredi à samedi. Il y a eu des centaines de morts parmi eux. Les combats se sont achevés hier. La nuit de vendredi à samedi, les bandes armées du Daesh ont violemment attaqué les zones sud et est de la ville de Guerresepi, depuis la Turquie et depuis la ville de Raqqa. Cette attaque a commencé vers 11 h du soir. Les groupes de Daesh en provenance de Turquie ont réussi à frapper le centre-ville de Guerresepi, ainsi que les villages de Nestel, de Khwera et de Khanatra. Les bandes qui sont venues depuis Raqqa, au sud, ont réussi à attaquer les villages de Genteri et de Shargirat. Les unités Yapaga ont immédiatement réagi à l'agression, mais les combats sont toujours en cours. Un cessez-le-feu est entré en vigueur en Syrie depuis samedi à minuit. Ce cessez-le-feu a été conçu par les Américains et par les Russes. C'est donc ce samedi à minuit que le cessez-le-feu a débuté en Syrie. Cet accord est le premier de cette importance et il bénéficie du soutien de l'ONU. Cet accord exclut cependant les groupes reconnus comme terroristes, c'est-à-dire le Daesh et le Front al-Nosra. Les forces QSD ont donné leur accord à ce cessez-le-feu et elles s'engagent à le respecter, à moins bien entendu qu'elles n'aient à se défendre contre une agression. Du côté turc, Ankara ne se considérera pas lié par la trêve prévue en Syrie si la Turquie est menacée. C'est ce qu'a déclaré jeudi le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Il a aussi affirmé que les unités de protection populaire, les Yapaga, dans le nord de la Syrie, constituaient une organisation terroriste au même titre que l'État islamique et que le Front al-Nosra. Ce cessez-le-feu, a-t-il dit, aurait également dû désigner ce mouvement kurde comme un groupe terroriste. Mais il ne l'a pas fait, c'est ce qu'a déploré le Premier ministre turc. Des dizaines de milliers de réfugiés rejoignent actuellement le canton d'Afrin, mais les cantons kurdes ne reçoivent aucune aide extérieure pour prendre en charge ces personnes déplacées. Un nouveau drame humanitaire pourrait très vite avoir lieu. C'est dans le canton d'Afrin qu'arrivent des vagues de réfugiés, 30 000 selon les autorités cantonales. Tous ces réfugiés, en provenance des zones rurales d'Alep, sont soit relogés chez des habitants, soit accueillis au camp Rubar. Or, les capacités du camp sont plus que dépassées. Certaines de ces tentes accueillent jusqu'à 4 à 5 familles. Il manque de tout, des médicaments, de la nourriture, des habits et des couvertures. Le canton d'Afrin est soumis à un embargo des autorités turques et des bandes armées que ces mêmes autorités turques soutiennent en Syrie, à savoir le Ahrar el-Sham et le Jabhat al-Nosra. Aucune aide extérieure, que ce soit du Croissant Rouge ou de l'Agence pour les réfugiés des Nations Unies, ne parvient jusqu'au canton d'Afrin. Les militaires turcs pilonnent les cantons d'Afrin et les combattants de différentes factions soutenues par la Turquie s'apprêtent à mener une attaque sur le canton. Les YPG et les unités d'autodéfense de la population sont prêtes à résister. Depuis ce 24 octobre, les forces militaires turques pilonnent sans répit le canton d'Afrin. Cette semaine encore, 10 obus d'artillerie sont tombés ce mercredi sur le village de Shadia. Le lendemain, c'étaient les villages de Khastal Jindo, de Dikmedash et de Baflouné qui étaient attaqués. Pour pouvoir ajuster leurs tirs, les militaires turcs font survoler cette zone avec des drones. Mais les Yapagas se préparent. Cette semaine, une nouvelle classe de 34 combattants arabes a été promue, après avoir passé le cycle d'entraînement à l'Académie du martyr Khabat. 15 journées d'entraînement aux armes, mais aussi des cours théoriques sur les valeurs défendues par la révolution du Rojava. Des cours sur le respect dû aux prisonniers, sur le respect dû aux femmes et sur les valeurs du projet confédéral d'auto-administration qui est mis en place dans les régions libérées. Hebdo Ibrahim, le coprésident du comité chargé de la défense d'Afrin, était présent à cette cérémonie militaire.
Il a affirmé que la présence de combattants arabes dans les rangs des Yapaga était de la plus haute importance, car il appartiendra au peuple arabe de prendre la responsabilité de sa défense dans les zones habitées majoritairement par des Arabes. À Alep, le quartier Sheikh Marsout est aussi visé par les bandes armées d'Arar el-Sham et de Jabhat al-Nusra. Ces attaques au mortier ont fait depuis le 16 février 26 morts et 267 blessés parmi les civils. Pour mettre un terme à ces attaques violentes, toutes soutenues par la Turquie, les unités de défense de Sheikh Marsout ont lancé une attaque sur le quartier d'Ashrafieh. Ce quartier est déserté de sa population. Il sert juste de lieu de passage pour les bandes armées qui agressent Sheikh Marsout. Dans cette offensive, les Yapagas ont tué 60 membres de ces bandes armées et en ont blessé une centaine d'autres. Cela fait une semaine que la ville de Shaddadeh a été libérée. Les forces démocratiques syriennes n'ont pourtant pas fini leur travail. Elles doivent neutraliser les combattants du Daesh qui tiennent encore des positions dans la région. Autour de la ville libérée de Shaddadi, les forces démocratiques syriennes poursuivent leurs opérations de libération des villages. Ainsi, la route qui relie Shaddadi à Shengal a été reprise sous le contrôle des forces démocratiques ce mercredi. Au cours de ces diverses opérations militaires, 39 membres de Daesh ont été tués. Ces forces démocratiques syriennes sont composées de combattants kurdes, les unités Yapaga et les unités Yapaja, mais il y a aussi des combattants issus de toutes les composantes de la société syrienne. Des Arabes, des Turkmènes, des Assyriaques, des Tchétchènes aussi. Dans ces forces démocratiques syriennes, on retrouve également des combattants venus du monde entier pour aider les révolutionnaires du Rojava. Des Américains, des Canadiens, des Espagnols, des Grecs, des Turcs, des Danois et aussi des Allemands. Cette semaine, l'un de ces combattants allemands, Günther Elston, a été tué lors des combats menés contre Daesh dans la ville de Shaddadi. Son nom de combat était Rustem Djoudi. Comme ce héros le rappelait lui-même, il y a peu, la révolution, ce n'est pas simplement prendre les armes. C'est aussi avoir une autre compréhension de la vie. Au Kurdistan du Nord, plusieurs villes sont toujours placées sous couvre-feu et les habitants subissent des attaques violentes des forces turques. Voici un compte rendu de ce qui se passe à Cizre et Aydel dans les quartiers de Sour et Ahmad. À Cizre, cette ville où les forces militaires et celles de la police de Turquie ont massacré et brûlé quelques 200 civils la semaine dernière, les habitants tentent enfin de rejoindre leur foyer. Si le couvre-feu a été officiellement levé par les autorités, ces habitants ne peuvent néanmoins toujours pas rentrer chez eux. Les autorités turques déblaient au bulldozer les lieux de leurs crimes. Les habitants qui souhaitent rentrer chez eux sont violemment dispersés avec des gaz lacrymogènes. Dans le quartier de Yafes, les maisons qui n'ont pas été totalement détruites ont été pillées. Et les soldats turcs continuent de prendre leur quartier dans l'école de Kadyurlu. Une femme a été arrêtée la semaine passée par les membres de la sécurité turque. Et ce, malgré l'arrêt officiel du couvre-feu. On a retrouvé son pantalon dans une maison en construction et son corps un peu plus loin, baignant dans une mare de sang. À Idil, là la population est aussi sommée de quitter les lieux. Dans le quartier d'Atakent, il n'y a aucune barricade. Ces barricades montées par la population sont pourtant l'excuse des occupants turcs pour pouvoir agresser les quartiers. Et ainsi, Atakent a aussi été la cible des raids des forces armées. Les quartiers Yeni et Turgut Özal sont pareillement sous le feu des bombardements. À Yeni, ce sont des tanks qui pilonnent les habitants, mais aussi des hélicoptères de combat de type Cobra. Ces attaques aériennes démolissent toutes les maisons. À Turgut Özal, les forces d'occupation turques ont tenté de s'infiltrer dans le quartier défendu par les unités Yapasa. Ils en ont été repoussés. Le quartier a alors été canardé depuis des véhicules blindés stationnés sur la route de Midyat, et les drones de l'armée survolent en permanence les lieux des exactions. Sadik Bozderi avait 57 ans. Ce cardiaque attendait désespérément une ambulance depuis 5 jours pour se faire soigner. Ce boulanger du quartier d'Atakent a finalement été retrouvé chez lui,
assassiné d'une balle dans la poitrine par les tueurs de l'État turc. À Ahmet, dans le quartier historique de Sour, 200 personnes sont toujours piégées dans différentes caves de la ville où elles s'étaient réfugiées. Et des explosions secouent en permanence le quartier, et des hautes fumées noires s'élèvent dans le ciel. Parmi les personnes enfermées dans ces caves, il y a un bébé de 90 jours. Il y a Elif Su Aslan, de 4 mois, Özgur Aslan, de 3 ans, Muazzez Aslan, 4 ans, Rojda Aslan, de 7 ans, Gülistan Aslan, elle a 11 ans, Beritan Tosun, il a 2 ans, Sherife Tosun, de 10 ans, Ruken, 4 ans, Berfin, 4 ans, Kadir Shahin, 11 ans, Furkan Dak, 11 ans. En tout, une vingtaine d'enfants pris au piège. À l'appel des partis DBP, HDP et du syndicat DTK, une manifestation populaire a voulu rejoindre Sour pour venir en aide aux victimes de la barbarie policière turque. Ces manifestants ont été arrêtés en chemin par des tirs de gaz lacrymogène. Ces personnes assiégées risquent à tout moment de connaître exactement le même sort que les habitants de Cizre, qui ont tous été assassinés, brûlés et démembrés. Enfin, signalons aussi que dans la montagne du Bagok, près de Mardin, des villageois qui sont venus récupérer les corps de membres de la guérilla qui avaient été tués lors d'un bombardement aérien ont été pris de violentes irritations aux yeux et au nez, ainsi que d'éruptions cutanées. Safik Duman, un membre de l'assemblée municipale de Ney-Subin, a constaté que la terre et les rochers autour des victimes avaient une couleur fort différente, et les médecins qui ont examiné Duman, ainsi que les villageois souffrant de ces symptômes, ont conclu à l'utilisation par l'armée turque d'armes chimiques. Nous allons rejoindre par téléphone Maroun Labaki, qui est journaliste au quotidien Le Soir, et il est spécialiste aux questions européennes. Il connaît très bien la situation politique en Syrie et en Turquie. Maroun Labaki, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le premier ennemi de la Turquie, avant Daesh, avant Assad, ce sont les Kurdes? Écoutez, je ne sais pas si je dirais ça comme ça. Disons, je crois que c'est certain que c'est une réalité dans la politique intérieure turque qui est très importante et que cette hostilité, disons, aux Kurdes, au PKK, c'est un des fondamentaux de la réalité politique turque. Cela dit, je crois que maintenant, ce qui est très très important et qui préoccupe le monde entier, c'est que la Turquie a en quelque sorte exporté sur le terrain syrien cette guerre interne qu'elle avait avec le PKK. Donc ça c'est une chose objective et voilà. Maintenant, mettre des gradations dans les ennemis, je ne sais pas, je crois qu'il y a une logique régionale. La Turquie a des ennemis régionaux, voilà, le régime Assad, la Russie. Bon, elle a aussi des amitiés régionales qui sont parfois un peu suspectes avec certains groupes islamiques syriens. Elle a une certaine complaisance, je ne sais pas, certains disent de complicité même avec Daesh. On parle beaucoup du pétrole exporté, etc. Bon. Voilà, elle n'est pas en guerre avec tous les Kurdes non plus. Disons que les Kurdes en Irak, c'est pas la même chose non plus que les Turcs, que les Kurdes en Turquie. Mais c'est certain que, disons, c'est l'évidence même que ce problème du PKK, c'est un axe central dans la politique turque. D'accord, mais le couvre-feu sur plusieurs villes kurdes dans le sud de la Turquie, de nombreux députés européens ont d'ailleurs dénoncé la violence contre les civils, mais on a l'impression que ça ne change rien et que l'Europe ne peut pas vraiment se disputer avec Erdogan. Écoutez, je pense que l'Europe ne veut pas se disputer avec Erdogan. Alors, je suis sûr que l'Europe ne l'aime pas. Disons, je crois qu'il a très peu d'amis politiques à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense qu'on n'aime pas son style politique, on n'aime pas son autoritarisme, on n'aime pas ce côté un petit peu Poutine qu'il a développé. Voilà, ça c'est certain. On n'aime pas non plus ses amitiés, comme je vous disais un tout petit peu, ses amitiés avec certains groupes islamiques, c'est certain qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas du tout qu'ils soient en train de bombarder des positions kurdes en Syrie. On n'aime pas du tout
qu'ils soient en train de mettre en péril la sécurité mondiale en faisant une escalade avec les Russes. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on voudrait se fâcher avec lui. Mais vous savez très bien que l'Europe aujourd'hui fait face à une crise des réfugiés qui est absolument... qui la met en péril. Disons que vraiment, pour le moment, l'Europe est dans une situation très, très difficile dans sa logique interne à cause de cette crise des réfugiés. Et que donc, par tout moyen, elle doit essayer de convaincre la Turquie de garder ces réfugiés, ces pauvres gens qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, et de tous ces pays malheureux. Donc il faut absolument faire en sorte que la Turquie accepte de les garder chez elle. Et évidemment, pour arriver à ça, ça suppose faire quelques compromis ou quelques concessions ou quelques compromissions avec le régime du président Erdogan. Bon, cela dit, je crois que ça c'est une donnée objective. Je pense que personne ne conteste ça, que pour le moment il est en position de force à cause du désarroi dans lequel se trouve l'Union européenne du fait de son incapacité à gérer cette crise des réfugiés. Cela dit, je pense que c'est quand même assez extraordinaire qu'on demande à la Turquie, qui a déjà reçu une quantité phénoménale en millions de réfugiés syriens, d'accepter d'en prendre encore davantage et de les garder chez elle et de leur donner le permis de travail, etc., 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 alors qu'en Europe, où on voit bien que quelques milliers, dans certains pays, quelques milliers de réfugiés provoquent des drames internes, enfin des D'accord, crises Maroun politiques. Labaki, Oui. excuse-moi de vous interrompre, mais quand même, ça veut dire que la Turquie peut utiliser les réfugiés comme un chantage. Quand même, c'est très grave. Ça veut dire qu'elle peut se permettre de faire tout, d'exploiter toute une population kurde, de les agresser, de les violenter, et tout en gardant des réfugiés chez elle. Non, je pense que, si vous voulez, je pense que objectivement, elle est en position de force dans cette situation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de le faire, bien entendu, mais je veux dire, elle est en position, par rapport à l'Europe aujourd'hui, les Turcs sont en position de force, et donc je pense que en Europe, très peu de gens se disent maintenant qu'il faut commencer à aller contrarier les Turcs sur des dossiers comme par exemple le dossier kurde, par exemple. Je crois vraiment que le rapport de force est favorable à la Turquie aujourd'hui. Maroun Labaki, un grand merci pour vos analyses. Maintenant, on va expliquer un petit peu que les autorités turques, pour les autorités turques, les populations du Kurdistan du Nord sont coupables d'avoir voté pour le HDP. Il faut les punir. Tuer ne suffit pas. Les forces turques veulent manifestement briser les familles et casser les lieux de mémoire. Le bureau de crise, qui a été installé par l'association des avocats MHD, par le MEYADER et par le DBP, a confirmé ce vendredi qu'on avait déjà récupéré des différentes caves de Djeziré 178 corps, calcinés et démembrés. 41 de ces corps ont pu être retrouvés grâce à des tests d'ADN, mais les familles qui entament les procédures pour retrouver les corps de leurs proches font face à un harcèlement et à des menaces de la part des autorités. C'est la raison pour laquelle le bureau de crise s'occupe dorénavant de tenter de récolter des échantillons pour pouvoir réaliser les tests ADN. Tous ces corps sont renvoyés dans différents instituts médico-légaux pour y pratiquer des autopsies. Mais à Sirnak, 13 cadavres ont été confisqués par les forces de la police. Ces cadavres kidnappés ont été enterrés directement dans le cimetière, dans la section des personnes inconnues, sans famille et sans témoins. 101 corps doivent encore être identifiés. Un corps a même été envoyé dans 2 centres médico-légaux différents, le tronc à Mardin et les jambes à Antep. À Kari maintenant, là où le corps d'Erdal Shahin était amené par la foule vers son dernier lieu, le cimetière de Serey-Sola. Les forces turques sont intervenues, dispersant le cortège funèbre à coups de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de canons à eau. À Van, une tente funèbre accueillait les invités de la famille de Dilan Joban, une combattante Yapaja, tuée le 17 de ce mois par le Daesh à hauteur du barrage de Tishrin, en Syrie.
Les policiers turcs ont attaqué la tente funèbre, arraché les différentes photos et ils ont insulté les personnes qui rendent un dernier hommage à cette combattante Yapaja, morte pour nos libertés. Le cimetière de la guérilla de Cezreasi a lui aussi été démoli au marteau-piqueur par les soldats turcs. Toutes les barrières autour du cimetière ont été cassées. Les policiers patrouillent maintenant avec des blindés autour du lieu de leur profanation. À Idil, les forces d'occupation menées par un régime se disant islamiste ont même interdit aux fidèles de se recueillir à la mosquée pour la prière du vendredi. Les forces turques ont une attitude indigne au Bakor. Il y a des réactions de toutes parts, de Kandil jusqu'à Strasbourg. Regardez. Des centaines de manifestants se sont rendus à Strasbourg, juste en face des bâtiments du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Commission européenne pour la prévention de la torture. Ces manifestants dénonçaient le silence des autorités européennes face aux massacres perpétrés par l'État turc. Le député du HDP, Faysal Sarıldız, est lui aussi venu à Strasbourg pour dénoncer ces crimes de l'État turc, qu'il a vécu de très près, en étant présent au milieu de la population martyrisée. Le député HDP a dénoncé l'immoralité et l'étrange fierté de l'État turc qui a détruit chaque centimètre carré de la ville de Cezire. À Ahmet, une conférence regroupait justement des parlementaires européens des différents partis de gauche. Ils ont dénoncé dans une déclaration la guerre civile brutale de Turquie, les milliers de victimes civiles et les nouveaux contingents de réfugiés qui arriveront tôt ou tard en Europe. Ces parlementaires déplorent aussi que les institutions européennes détournent les yeux face à ces massacres et de souhaiter que le PKK puisse enfin revenir dans des négociations qui soient supervisées par une tierce partie. Ces parlementaires européens s'indignent enfin de l'exportation d'armes depuis les pays européens vers la Turquie. Ce n'est pas normal, disent-ils, que ce soit des tanks allemands et des armes de l'OTAN qui soient aujourd'hui utilisées contre des populations civiles. Depuis Bruxelles, la députée européenne, Barbara Spinelli, a estimé que la mise au banc du PKK sur la liste des organisations terroristes n'obéissait qu'à une pure logique politique. Avec 114 parlementaires, une pétition a d'ailleurs été lancée afin de retirer le PKK de cette liste. Parmi les pétitionnaires, le député chypriote Kostas Masvrides. Il estime que le président turc peut tout faire, rien que pour se prouver qu'il a raison. Il peut même tuer ses propres citoyens. Mais si Erdogan se sert de la crise des réfugiés pour menacer l'Europe, des pays comme la France ou l'Allemagne devraient s'abstenir d'encore soutenir la barbarie d'Erdogan. Ilham Ahmed, la coprésidente MSD, l'Assemblée démocratique syrienne, elle a accordé un entretien à l'agence de presse ANF. Elle revient sur les derniers développements au Rojava. Voici quelques extraits de cette interview. Pour Ahmed Ilham, la coprésidente de l'Assemblée démocratique syrienne, les attaques de la Turquie sur le canton Afrin sont avant tout liées au fait que la Turquie ne fait plus partie de l'équation politique en Syrie. Depuis la fermeture de la route d'Azaz à Alep, la Turquie ne peut en effet plus répandre sa politique et elle reste coincée à l'intérieur de ses frontières. Elle tente donc de faire son retour sur le théâtre diplomatique syrien par ses attaques sur le Rojava. Ahmed Ilham relève que la majorité des groupes d'opposition sont fidèles au Jabhat al-Nusra. Et ces groupes, alimentés par la Turquie, n'ont pas de programme politique. C'est ce qui permet aussi d'expliquer leur fuite devant les bombardements russes. Pendant ce temps, les forces démocratiques syriennes empêchaient la prise de région par le régime en réoccupant immédiatement les zones désertées par les djihadistes. Jamil Bayek est le coprésident du KJK, l'Union de communautés kurdes. Il a aussi réagi aux violences subies par les populations du Kurdistan du Nord. Cette réaction se retrouve dans un article paru dans Yeni Özgür Politika. Pour Jamal Bayek, le coprésident du KJK, les Kurdes ne sont pas la propriété de l'État turc. Et le peuple kurde n'a pas à reconnaître le gouvernement et l'État turc aussi longtemps que l'État turc ne reconnaît pas l'autogestion de la population kurde
et que la Turquie ne se démocratise pas. Aucun pouvoir politique n'a jamais montré autant d'inimitié envers les Kurdes que l'AKP aujourd'hui. Ces attaques de l'AKP sont au-delà de toute raison. Si une Kurde défend son identité et souhaite une existence libre et démocratique, elle aura en retour les pires traitements et les pires insultes pour ses actes. Cemel Bayik déplore aussi que de son côté, l'Occident répète les mêmes mots de démocratie et de valeurs humaines, mais ne s'oppose pas à la politique de l'État turc contre les Kurdes. La Turquie, l'allié de l'Occident, normalise grâce à cela sa politique de brutalité envers les Kurdes. Concernant le manque de respect de l'État vis-à-vis des cérémonies funèbres qui sont vandalisées, Cemel Bayik estime que l'État turc est devenu fou. Il n'y a plus aucune valeur morale, aucune valeur humaine et plus de conscience. Les valeurs de base d'une culture, qui consiste à accompagner ses enfants défunts vers leur dernier lieu, sont ignorées. Est-ce à l'État, demande Bayik, de décider quelles familles peuvent faire le deuil de leurs enfants et quelles familles ne le peuvent pas? C'est cet État tyrannique auquel les Kurdes résistent. Et c'est cette mentalité-là qui est à la racine de la question kurde en Turquie. L'Organisation des femmes du Rojava, l'Yekiti Astar, a tenu sa 6e conférence dans la cité de Remelan. Au Rojava, de nombreuses délégations y ont participé. La conférence de Yekiti Astar a débuté ce jeudi et elle s'est terminée le lendemain. 251 délégués de 3 cantons du Rojava, de Damas jusqu'au Liban, ont participé à cette grande conférence. Lors de ces 2 journées de débat, les délégués ont décidé de changer le nom de l'organisation en Congrès Star. On arrive à la fin de notre journal. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. À la fois prochaine.